Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité. Je rappelle les réseaux sociaux et puis vous allez pouvoir revivre tous vos programmes, notamment sur notre page YouTube. Comme à chaque mois, en début de mois, vous le savez, la revue de l'armée, la revue El Djich. Dans chaque État, a priori, il y a une revue qui parle notamment de l'armée, peut-être de ses activités, de stratégie, entre autres, de son actualité. En l'occurrence, vous le savez maintenant, depuis plusieurs mois, que dis-je, depuis plusieurs années, la revue El Djich qui revient et qui se positionne surtout sur l'activité politique et qui, indirectement et même directement par ses mots, on y revient ce soir, prend part donc et prend position concernant donc le président à la gouvernance, en l'occurrence maintenant depuis bientôt 4 ans, ça sera le 12-12-2023, on y reviendra dans le cadre de nos éditions bien évidemment, nous reviendrons sur le bilan d'Abdelmadjid Tebboune, et bien la revue El Djich qui revient une nouvelle fois sur l'activité donc politique du président, réalisation en faveur des aspirations de la nation. Voici le titre de la revue de ce mois de décembre dans son éditorial intitulé, je cite, l'Algérie nouvelle, orientation nationale et position honorable. La commémoration du 63e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 constitue un moment glorieux, nous dit ici la revue, duquel les Algériens puiseront la force et la détermination poursuivre l'édification de l'Algérie nouvelle, le slogan donc d'Abdelmadjid Tebboune, en place maintenant depuis bientôt 4 ans, qui donc 4 années après l'élection donc du président Tebboune, je cite, c'est le titre de l'émission d'ailleurs, avance à pas sûr et dans un climat de sécurité, de stabilité et de quiétude. Quand vous voyez lors de nos éditions précédentes, notamment hier, lorsqu'on revenait notamment sur ce projet de loi des finances 2024 et puis ce budget qui apparemment est le plus gros budget que la nation n'ait jamais connu, quand on a pu constater encore hier que les Algériens vivent un quotidien de plus en plus difficile. On se pose une question ce soir, où est la sécurité, où est la stabilité et où est la quiétude, bien évidemment. Et puis aussi la revue El Djich qui revient sur le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, quand on sait que l'expert vient de quitter donc Alger cette semaine en partant et en laissant un rapport accablant en termes des droits. Eh bien, on se pose aussi cette question, où sont les droits en Algérie? Alors, une revue El Djich sur la forme qui est bien évidemment placardée, qui fait l'actualité de plusieurs médias TV, radio et presse écrite en Algérie, peut-être là essayer une nouvelle fois d'imposer ce message-là, de continuer à faire passer cette pilule, point d'interrogation, continuer à conditionner le peuple sur le fait que l'armée est omniprésente, même si par les images et son actualité, on le sait maintenant depuis plusieurs années, on l'a encore vu dernièrement, notamment autour de la religion, notamment à l'école élémentaire, dans les cadres des universités, ou tout simplement lorsqu'il faut inaugurer un équipement sportif, par exemple, et puis ce chef de l'État qui est toujours accompagné du chef d'État-major, c'est une question aussi qui se pose ce soir donc sur la forme, sachant que c'est quand même la revendication première du Hirak, mais c'est aussi la revendication première du peuple algérien Daoula Madaniya Machi Askaria, où est donc le respect de la Constitution avec cette armée en Algérie qui est toujours omniprésente. Et puis dans le fond, on reviendra bien évidemment de cette Algérie qui avance apparemment à pas sûr dans un climat de sécurité, de stabilité et de quiétude. Pour en parler avec nous, le plaisir, vous l'avez vu hier soir, mais le plaisir ce soir de le retrouver dans Microscope, mais sur une autre actualité. Hamid Lelou est avec nous. Bonsoir Hamid Lelou. Vous êtes aux États-Unis. Bonsoir, c'est Chaban, toujours un plaisir. Merci de m'avoir parmi vous. Bonsoir à tout le monde, bienvenue à d'autres invités et j'espère qu'on aura un bon débat. Merci, c'est nous qui vous remercions d'être présent. Riyad Ouarab devrait venir nous rejoindre parce que Riyad est avec nous. Voilà, Riyad Ouarab, militant politique à Paris, qui nous apportera aussi un peu ses analyses afin de tenter d'éclairer vous, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Hamid Lelou, on va donc commencer par vous. Alors, vous savez que sur la chaîne, on parle aussi des questions qui fâchent, on se pose aussi des questions que personne ne se pose.
Eh bien, encore une fois, on a ici une revue El-Jish qui est sur la forme qui est imposée dans plusieurs presses écrites, plusieurs radios, pardon, plusieurs médias, TV, entre autres, sur cette façon de faire, à l'inverse de certaines actualités qui ont aussi leur importance, notamment autour des droits, c'est l'actualité. On aurait aimé avoir vraiment un certain nombre de papiers, de presse écrite, de radio, des débats, une effervescence autour vraiment de ce rapport accablant que vient de donner l'experte. C'est quoi le but aujourd'hui de la revue El-Jish? C'est d'imposer ça, de continuer vraiment à montrer au peuple que la revue, elle est là, elle fait partie de votre famille, elle fait partie de votre quotidien chaque jour. La revue El-Jish doit s'immiscer et à l'intérieur des Algériens et des Algériennes, comparé à certains États où on ne connaît même pas le nom des revues militaires. Ben, vous l'avez bien résumé dans votre éditorial, dans votre introduction, et le peuple algérien l'avait très bien exprimé pendant 2 ans sans répit. تبون مزور جابوا العسكر الشعب تحرر دولة مدنية مش عسكرية. Ce sont les principes fondamentaux du Hirak, ce sont les principes fondamentaux des cris du peuple pendant des années, ça n'arrête pas. Et de l'autre côté, comme vous l'avez bien dit, nous avons cette revue El-Jaish qui se présente comme le garant des prochaines élections en soutenant ouvertement Tebboune. Ceci dit, le problème en Algérie, ce ne sont pas les élections. Le problème en Algérie, c'est qu'est-ce qui se passe dans les coulisses entre les décideurs du pays. Vous savez, personne n'a été capable de dire ou de prédire, en tout cas parmi les consultants ou les analystes ou les journalistes, vous-même ou autres, que après 4 ans, Zeroual allait démissionner. Ils l'ont sorti comme ça. Personne n'était capable de dire qu'en 99, finalement, Bouteflika allait venir, alors qu'il avait eu 2 ratés. La première en 78, après la disparition de Boumediene, et la deuxième, c'était en 94, où, supposons, il a dit qu'il ne pouvait pas revenir dans ces conditions. Qu'est-ce qui pouvait prédire aussi la chute de ce même Bouteflika après 4 termes, quoi qu'il était mourant comme une momie, mais tout le monde se disait ils vont continuer. La même chose avec ce qui se passe maintenant. Quoi qu'en fasse, il y a toujours cette chance, ce risque qu'il y aurait un autre homme du sérail, inconnu, souvent inconnu et faible. Parce qu'il faut se rappeler que cette personne-là, c'est Gaïd Salah qui l'avait sorti. Et pourquoi ils font ça? La question qui se pose, pourquoi ils font ça? Et moi, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de vos analystes ou bien ceux qui viennent quand ils disent « Oh, c'est un régime, nous avons un régime militaire, c'est une dictature ». Ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas de régime militaire. Il faut faire très attention à la sémantique, d'autant plus que nous avons les étrangers qui suivent l'actualité algérienne. Nous avons un régime autoritaire. Mais il a cette faculté de s'adapter aux aléas et aux changements internationaux, régionaux ou bien internationaux. Pourquoi? Et c'est la question, je pense, c'est le cœur du système algérien, ce que dans les systèmes dictatoriaux, entre guillemets, ou bien autoritaires, vous avez 2 types de systèmes. Vous avez le système personnifié et le système non personnifié. Et c'est ça l'avantage du système algérien. Alors, je vais expliquer tout de suite. Oui. Allez-y. Le système personnifié, c'est la personne, c'est Poutine en Russie, c'est Assad en Syrie, c'est Kadhafi en Libye, c'est Saddam Hussein en Irak à l'époque. Et ce régime-là, c'est facile de les attaquer, ils sont vulnérables parce que toute l'ossature se fait autour de cette personne. Et peut-être entre guillemets, le génie de ce régime algérien, c'est de pouvoir épouser les 2 systèmes, c'est-à-dire un système autoritaire et un semblant de démocratie. Et c'est pour ça qu'ils nous montrent ces institutions. Pourquoi ils peuvent faire ça? C'est parce qu'il n'y a pas une seule personne. Aujourd'hui, c'était Boune, hier, c'était Bouteflika, avant ça, c'était Chadli, demain, on ne sait pas qui. Et c'est là l'avantage qu'ils ont.
Alors justement, concernant parce que c'est une question qui se pose, et surtout les personnes qui nous regardent et qui ne connaissent pas spécialement un peu la géopolitique, l'histoire de l'Algérie, et puis aussi ces nouvelles générations qui ont envie de comprendre pourquoi est-ce qu'à un moment donné, un président est élu. Alors, bien évidemment, on y reviendra le 12-12-2023 pour essayer de comprendre comment il est arrivé au pouvoir, ce boycott total, ces urnes totalement vides et comment il en est arrivé là. Mais il est là, donc il est responsable du pays et il est censé protéger le peuple, apporter un soutien au peuple, sa sécurité, qu'il puisse vivre dignement, qu'il puisse être protégé. Mais quand on voit ces images, certains parlent d'un système politico-militaire. Bon, effectivement, celui qui en a fait ça une, c'est le président français. Mais on peut comprendre ça aussi à un moment donné, et ce sont les images, les deux seuls déplacements qu'a fait Abdelmadjid Tebboune, Djelfa et Tindouf, il est absolument tout le temps accompagné de son chef d'état-major. Donc on peut comprendre que ce système algérien, il est peut-être à la fois plus militaire que politique, ou un peu politique que militaire, et juste cet élément-là, et on vous écoute, c'est 4 années qui ont subi quand même une instabilité des lois, une instabilité politique, 4 premiers ministres, le limogeage de ministres, il y a eu une enfin les walis, les préfets qui ont sauté, il y en a plusieurs, Air Algérie aussi il y a eu pas mal de ménages. Voilà, donc essayez un peu d'avoir votre avis aussi sur ce système, est-ce qu'il n'est pas aussi politico-militaire quelque part? Il est, mais votre question, elle va au-delà de ça. Je pense qu'elle est un peu beaucoup plus profonde parce que vous êtes en train de mettre le doigt sur cette dichotomie du système algérien. D'un côté, nous avons ce pseudo-civil qui est président, qu'on désigne mais qu'on fait élire, comme je disais, les institutions qui sont manipulées. Et de l'autre côté, nous avons ce chef d'état-major qui est là, comme l'ombre du président. Et moi, la question que je me pose, est-ce que ça aurait été le cas? Est-ce que le scénario aurait été la même chose? Est-ce que cette mise en scène aurait été la même chose si Gaïd Salah était encore là? Pas pour dire que Gaïd Salah est meilleur ou mieux que Chenguereha, non. C'est une question de confiance et de... Et la réponse, selon Comment? votre réponse, le mot, la réponse, si Ahmed Gaïd Salah, et paix à son âme, était encore là, est-ce que il y aurait cette même, alors complicité, je ne sais même pas en fait si c'est complémentaire, si c'est complicité. Je me Parce que pose la question. Du temps de Bouteflika, l'armée n'avait pas autant de présence, en tout Justement, cas. Justement, je faisais allusion à ça. Même du temps de Chadli, c'était pas comme ça, jusqu'à ce que qu'il soit démis de ses fonctions. Le truc, c'est que je me pose la question, pourquoi? Et c'est peut-être ça qui me fait poser une autre question, c'est de dire que l'équipe qui est en charge, parce que ce sont différentes équipes qui sont derrière les rideaux, comme on dit, est-ce qu'ils se sentent tranquilles? Est-ce qu'ils se sentent à l'aise, en confiance pour continuer avec Tebboune ou bien pour amener quelqu'un d'autre? C'est la question qu'on doit se poser. À mon avis, c'est la question qui est en débat entre eux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils prennent le plus faible et le plus vulnérable. Hein, il ne faut pas croire. Hein, Bouteflika était tellement corrompu, ils avaient tellement de dossiers noirs sur lui qu'il fallait qu'il trouve quelqu'un qui n'embête personne, qui travaille pour tout le monde. C'est la même chose avec celui-là. Mais le problème avec celui-là, c'est qu'il traîne des gamelles, comme on dit. Beaucoup, beaucoup de gamelles. Que ce soit au niveau de la justice, corruption, trafic de drogue, influence, etc., etc. Et ce qui me fait dire ça, ce sont ces pseudo-changements ou réformes qu'ils avaient faites, par exemple en créant ce super gouvernement parallèle au niveau de la présidence pour surveiller ce que le gouvernement fait, et aussi de donner des pouvoirs exceptionnels à des conseillers qui n'ont aucun, du point de vue juridique ou bien du point de vue constitutionnel, si on revient à leur loi, ils n'ont aucun droit de faire. Et pourtant, ces mêmes conseillers, c'est eux qui contrôlent le gouvernement, alors que c'est soi-disant le président. Peut-être ce groupe-là est en train de se dire, ce président-là, on ne peut pas lui faire confiance, même quand il fait semblant de travailler, il fait des conneries, donc il faut lui placer des pions pour bloquer ses bêtises.
pas parce qu'il veut faire changer des choses, mais c'est parce qu'ils ne peuvent plus le contrôler. Et peut-être là, c'est une opportunité pour eux, à travers ces élections maquillées, ils vont amener quelqu'un d'autre. Je reviens au fait que Gaïd Salah, sa mort, elle est très suspecte et, euh, et il ne pouvait pas changer de président juste à la mort du chef d'état-major parce que ça fait tache noire, ils n'aiment pas ça. Et comme j'ai dit, c'est un système autoritaire qui joue avec le jeu démocratique parce qu'ils font face aux institutions internationales, justement d'où la visite des Nations Unies à Alger. Et je finis avec ça, qui avait un constat qui est très, très, très positif. Mais au début, moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Au début, elle dit, ah, mais il y a beaucoup d'institutions constitutionnelles, les droits de l'homme, etc., etc. Mais tant que vous supportez le gouvernement, on vous laisse travailler. Dès que vous critiquez le gouvernement, ça ne va pas. Je reviens à vous, Hamid Lelou. Riyad Ouarab, que vous venez de voir à l'antenne depuis quelques secondes. Bonsoir, Riyad Ouarab, bienvenue, militant, vous êtes à Paris. Alors vous êtes en... à tous vos éditeurs. Merci. Riyad Ouarab, militant politique, opposant, vous êtes pour une démocratie, un état de droit, Daoula Madaniya. Je ne vais rien vous apprendre, vous connaissez le slogan par cœur, vous l'avez certainement scandé, crié, pleuré des milliers de fois maintenant, depuis plusieurs années. Déjà sur la forme, il est important de vous entendre sur la forme. On a encore une fois une revue Al-Jish et c'est important pour nous au sein de la chaîne qu'on y revienne tous les mois, puisqu'on a une revue ici qui continue et qui insiste vraiment à faire de la politique, à prendre position aussi pour le parti en place, puisque Abdelmadjid Tebboune ne représente pas tous les Algériens, il ne représente pas tous les partis politiques, loin de là d'ailleurs, parce que son élection a été plutôt un fiasco. On ne peut pas dire qu'il a été élu librement et démocratiquement, et là je prends ma responsabilité, c'est les chiffres qui le disent. Qu'est-ce que ça vous... Voilà, encore une fois, en ce 8 décembre, lorsque vous voyez cette revue, vous êtes en colère, vous ne comprenez pas que ce pays n'a pas, que ce président et que cet chef d'état-major n'a pas envie à un moment donné de donner de la liberté au peuple, de libérer ce pays de cet état militaire. Oui, c'est ça le drame de notre pays. En fait, ce n'est pas à eux de nous donner la liberté, c'est au peuple de se libérer par lui-même. C'est une dictature militaire, c'est une junte qui est là, qui impose... son avis ou ses décisions sur le champ politique, économique, social. Donc, et c'est ça le drame de notre pays, c'est que l'armée intervient dans des champs où elle n'a pas la compétence pour le faire, ni constitutionnellement parlant, ni... voilà, on est tout simplement dans une dictature militaire qui est là, qui décide pour tout et pour rien, des détenus d'opinion, la répression qui continue. C'est malheureux, c'est vraiment malheureux que les généraux et la junte militaire qui se trouve au pouvoir dans notre pays ne se retirent pas d'une façon pacifique, d'une façon à remettre le pouvoir dans sa totalité au peuple. C'est malheureux pour notre pays, pour notre peuple. Selon vous, à quoi ça rime le titre de l'émission, il est entre guillemets, puisque c'est ce que évoque ici la revue El-Jish. Elle parle vraiment, elle dit clairement, 4 années après l'élection du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avance à part sûre dans un climat, un environnement notamment de quiétude, de sécurité. Mais est-ce que c'est pas plutôt l'inverse, c'est contre-productif lorsqu'on voit une armée tout le temps présente dans ce pays à tous les niveaux, je le disais tout à l'heure, mais vraiment à tous les niveaux, et serait-ce que l'avenir c'est les enfants à l'école, quand on est tout petit, on a 7 ans et on se retrouve dans une classe avec des militaires, c'est plutôt... Est-ce que c'est pas plutôt de la terreur que de la protection et de la sécurité? Est-ce que c'est pas créer des peurs déjà et des angoisses dès le plus jeune âge des Algériens et des Algériennes? Oui, c'est l'avenir
de générations qui a été confisquée. C'est des compétences qui ont été dilapidées. C'est des Algériens qui auraient pu développer le pays, vraiment le mettre sur les rails, que ce soit économiquement parlant ou même sur le niveau des libertés individuelles ou collectives. Une démocratie saine, c'est l'alternance au pouvoir, c'est la séparation des pouvoirs, c'est la liberté de la presse, l'indépendance de la justice. La junte militaire au pouvoir, ben, c'est pas ça son plan pour le pays. Son plan, c'est rester, perdurer au pouvoir. Et pour abonder dans le sens de ce que disait votre invité, ce qui fait peur, en fait, c'est la dispersion des centres de décision. Donc là, on voit que les décisions sont prises dans des centres occultes, comme il a toujours été le cas. Mais on sent vraiment que il y a la décision, le centre de décision, il est dispersé dans des officines, un petit peu chez le Bokhabarat, un petit peu à la présidence, un petit peu au Taïgarin, un peu aussi dans des forces économiques qui prennent des décisions à l'APN au profit d'un certain nombre très restreint d'hommes d'affaires, entre guillemets, hommes d'affaires. Voilà, c'est encore une fois l'avenir de cette génération et peut-être celle d'après qui est confisquée. Peut-être avoir, pour prendre un peu plus de profondeur dans l'histoire, peut-être avoir votre avis aussi sur cette question. Vous le positionnez comment, cet État, cette Algérie, pour vous, elle est comment? C'est une dictature, c'est un État autoritaire, c'est un système politico-militaire. On peut voilà, imaginer, je le disais tout à l'heure, mais des observateurs ou des jeunes Algériennes qui regardent leurs écrans et qui voient déambuler petit Benfou à Tindouf, un président qui doit faire de la politique accompagné d'un chef d'état-major qui, lui, est un état-major. Il est responsable de l'armée, est censé protéger le pays sur l'ennemi extérieur. Vous le qualifiez comment, cet État, de par notamment cette relation qu'il y a entre le politique et le militaire? Parce que le but, ce n'est pas spécialement les noms et les prénoms, c'est tout un système. Comment vous le qualifiez et pourquoi cette relation? Des décisions politiques sont prises par des militaires. Ça, c'est le propre même d'une dictature militaire. On vit dans une dictature militaire. Je pense que ce constat, il est fait déjà depuis un bon moment, depuis peut-être tout au début de l'indépendance de notre pays. La junte militaire, elle est là, elle décide pour tout et pour rien, et les décisions qu'elle prend ne sont pas au profit du pays, ni du peuple, ni de la nation algérienne. C'est au profit d'un centre, d'un certain nombre très réduit de personnes pour soit leurs intérêts personnels ou alors pour les intérêts de pays extérieurs. Ils offrent des avantages à des sociétés, à des pays pour qu'ils puissent les laisser au pouvoir ou pour qu'ils puissent se taire et fermer les yeux sur les différentes, comment dirais-je, les droits de l'homme, la répression. Donc voilà, le constat, il est déjà important. Je pense que le politique doit se libérer, en fait, le champ politique doit se libérer, l'armée doit se retirer, respecter la constitution qu'elle a elle-même mise en place, se retirer du champ politique, laisser la politique aux politiciens, remettre le pouvoir au peuple. Quand on aura un système ou une gouvernance issue du peuple légitime et que l'armée cessera d'intervenir dans le champ politique et même économique, et ben là le pays peut se développer très très rapidement et on peut vraiment, notre pays dispose de tous les moyens, de toutes les ressources humaines, naturelles, pour qu'on puisse se développer très très rapidement. Avant de retrouver Hamid Lelou dans un instant, à vous entendre,
Pourtant, il est vénéré, ce président Abdelmadjid Tebboune, hein. Quand l'armée en parle, c'est vraiment, voilà, les mots sont là. Quand il est accueilli pour une simple réunion, alors qu'il est dans son pays, par exemple. Mais à vous entendre, en fait, les rôles sont inversés. C'est-à-dire que ce président, au nom d'Abdelmadjid Tebboune, mais là on parle vraiment aussi de tout un système, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne fait que de la figuration. L'armée lui donne une place pour montrer autre chose, parce que lorsqu'on vous entend, c'est vraiment l'armée qui dirige et qui prend toutes les décisions. Ça veut dire que depuis 4 ans, c'est un personnage qui est là, c'est une politique dans un État qui est là, mais qui en fait ne domine, ne dirige, ne construit rien, ne peut rien construire. Tout à fait, absolument. Ça a toujours été comme ça. Depuis l'indépendance, c'est toujours l'armée qui décide. Pour revenir à Tebboune, moi je me rappelle du temps de Chadli où on nous faisait sortir de l'école pour faire des figurants, pour applaudir le passage. On attendait des heures le passage du cortège présidentiel. Ça prenait une dizaine de secondes, donc il fallait voilà, donner l'impression à ce président, ou tout du moins pour que les images du journal du 20h donnent l'impression à la population que ce président, il est aimé, voilà, c'est ce qui s'est passé par exemple à Tindouf. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, mais sur les réseaux sociaux, on a bien vu que c'était des enfants qui ont... la même chose pour la visite à Djelfa, hein. C'était des enfants qui ont été sortis de l'école pour faire les figurants, et même que à Tindouf, ils ont sorti les soldats qui les ont mis des deux côtés de la rue au passage donc, du cortège présidentiel. C'est malheureux. Voilà, à quoi sert notre armée? 23 milliards de dollars servent à mettre des soldats des deux bords de la rue pour accueillir et donner l'impression d'une force ou de je ne sais pas quoi. En fait, en réalité, ils sont en train de se mentir à eux-mêmes et ils le savent très bien. Hamid Leloup, pourquoi est-ce que, selon vous, c'est vrai qu'il y a Riyad Ouarab qui fait part de ce moment où il était jeune, mais cette semaine, encore hier et avant-hier, il y a plusieurs invités qui nous expliquent avoir vécu ces moments. Pourquoi est-ce que l'État algérien, comme il est constitué, sa politique, sa façon de faire de la politique, pourquoi est-ce que constamment, depuis des décennies, depuis 62, le pouvoir est quelque part obligé de s'inventer un peu une vie politique, une scénarisation, toujours essayer de tenter de montrer une certaine image, une image des bisounours, comme je le disais hier, à tout point de vue. D'ailleurs, on va parler, bien sûr, économie dans un instant et de stabilité, etc. Mais pourquoi est-ce qu'il a besoin de ça, alors que peut-être que s'il ouvrait le champ démocratique, les médias, la justice, qui sont les poumons d'une nation, à mon sens, il aurait tout à gagner, justement, pour avoir face à lui la réalité du peuple qui, entre guillemets, qu'il mérite. Ben, il faut être compétent pour faire ça. Si le champ est ouvert, si le champ politique est ouvert, si le champ médiatique est ouvert, là, ça va faire remonter toute la médiocrité, tous les mauvais ingrédients, et du coup, ils seront dévisagés. Alors, justement, pour étouffer ça, eh ben, vous étouffez la gamelle. Il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté politique. Au contraire, et votre titre là, ou bien le titre de Jaish dit long sur la situation actuelle en Algérie: sécurité, stabilité et quiétude. Pourquoi croyez-vous ils font ça? Justement, et ça répond à votre question. Parce qu'ils sont incompétents et qu'ils ne savent pas faire autre chose, ils vont créer ce danger ou cet ennemi imaginaire. Ceci dit, il y a des ennemis partout. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de travailler sur le côté de la psychologie cognitive du peuple, du citoyen. Au point où le citoyen dit: oh, l'afia, alhamdulillah, on a la sécurité. Ça, c'est très très important. On l'entend même de la bouche des gens qui haïssent ce régime. Nos amis d'enfance avec qui nous parlons, ils disent: même maintenant je peux quand même voyager entre Alger et Oran, il y a la sécurité, alors que l'insécurité a été créée pour faire valoir la sécurité telle qu'il la propose
au détriment de ces libertés dont vous parlez. Donc, et tout ça à cause de l'incompétence. Et c'est pour ça que le système n'a pas changé depuis 62. Ça ne changera pas jusqu'à ce que le changement vienne du peuple, à cause du peuple, pour le peuple. Riyad, voilà, bon, enfin, c'est lié aussi encore ce soir, hein, les choses coulent de source, mais voilà, on a une revue Al-Jish quand même qui revient sur du fond tout de même. Hein, encore une fois, vraiment sans détailler, hein, sans donner d'exemples, sans détailler de projets. On en parlait encore hier avec ce budget qui arrive. Hein. L'ancien budget, on n'en a pas spécialement vu la couleur sur le papier, en tout cas. On n'a pas entendu de ministre faire de bilan, entre autres. Les Algériens n'ont pas vu aussi autant de changements que ça, puisque on voit quand même sur le terrain qu'il y a de plus en plus de difficultés. Mais voilà, là, on nous dit quand même qu'une Algérie... alors, habituellement, c'est qu'une Algérie qui a atteint vraiment des sommets pas possibles. Là, bon, c'est une Algérie qui avance à pas sûr dans un climat de sécurité, stabilité et quiétude. Lorsque vous entendez, vous lisez ces qualificatifs, ces adjectifs, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que 4 ans après, oui, Abdelmadjid Tebboune, il a offert sur un plateau d'argent aux Algériens et aux Algériennes un apaisement, un environnement de sécurité, de stabilité, de quiétude? Malheureusement, la réalité est tout autre. 60 ans après l'indépendance, les Algériens font encore la queue pour acheter des loupia, zit, font la queue à la poste pour retirer leur retraite ou leur salaire. Les hôpitaux sont dans un état, le système sanitaire, on peut dire qu'il est dans un état d'effondrement pratiquement total. Il n'y a pas de médicaments, le matériel il est HS, les compétences fuient le pays. Les médecins algériens font le bonheur des hôpitaux européens et américains. Voilà où on en est. La réalité, elle est là. Il y a des régions où il n'y a pas l'eau. Il y a même juste pour boire, il y a même un cachelma. C'est horrible. C'est horrible. Un pays peut faire vivre 500, 600 millions de personnes qui se retrouvent dans une situation pareille. Voilà la gestion de l'armée. Voilà la gestion quand l'armée intervient dans des champs où elle n'a pas les compétences pour le faire. C'est encore une fois, c'est malheureux. C'est malheureux. La solution qui manque à la solution est entre les mains du peuple algérien, c'est à lui. Il a commencé en février 2019 à engager, il a engagé en quelque sorte un bras de fer avec sa junte militaire d'une façon pacifique. Je suis sûr qu'il va aboutir et que cette révolution va aboutir vers une vraie démocratie pour peu que tous les Algériens soient mobilisés pour sauver notre pays de cette dictature et passer vraiment vers une transition vers une vraie démocratie. Après, tout le monde voit que ce président qu'il veut se donner comme étant amable, il est populaire, en réalité, la population, les gens, ils savent très très bien que c'est pas lui qui décide. Ils connaissent son CV, son historique au sein du pouvoir algérien. Voilà, tout simplement, notre pays ne mérite pas ça. Hamid Lelo, pareil sur un peu ce constat qui résume vraiment peut-être 4 années de mandature en disant bah oui, Abdelmadjid Tebboune, président algérien, a réussi, ça avance bien. Mais c'est vrai que nous, quand on a des éléments de terrain, voilà, les pochettes de lait, il faut faire des queues faramineuses. On le répète tous les jours, mais c'est une réalité. La Covid, 2 années après, parce qu'il y a eu plusieurs vagues, l'Algérie s'est retrouvée dans des situations pas possibles parce que le pouvoir n'a pas su se préparer. Le business des citernes, je le dis tous les soirs quasiment, mais c'est aux 4 coins du pays. Il y a des pénuries. Le mois de
Ramadan crée déjà, malheureusement, c'est un mois saint et béni, mais crée des moments de panique parce que les personnes pensent ne pas pouvoir avoir les besoins. Le climatiseur cet été, c'est pas possible. Les feux ont été tellement bien gérés que malheureusement, chaque été, eh bien, il y a des morts depuis, pour parler du président actuel, depuis 4 ans. Enfin voilà, il y a quand même pas mal d'éléments qui font que c'est quand même, voilà, dès qu'on a son bac, on a envie de partir. Et puis en termes de diplomatie, vous pouvez aussi nous dire 2 mots. Dans cette conjoncture et cette crise géostratégique, on ne sait pas trop si l'Algérie a vraiment joué un rôle diplomatique et a su vraiment avoir une telle puissance pour régler un certain nombre de problèmes. Alors, déjà, pour comparer, analyser les écrits sur toutes ces réalisations historiques d'épanouissement politique, etc., en Algérie, c'est difficile de le faire. La réponse est claire, la réponse est non. Mais même si on a envie de faire semblant, on ne peut pas, parce qu'il n'y a pas d'autres écrits contradictoires. Il faut qu'il y ait des écrits contradictoires pour dire qui a raison, pourquoi. Donc déjà, ça va de même, c'est le bon sens qui dit que s'il y avait justement, s'ils avaient enlevé ce couvercle de la presse et laissé la presse libre travailler librement, ben on lirait, peut-être que l'autre, on sera convaincu, va dire ah bah tiens, le gouvernement il travaille bien, la preuve, il laisse les autres parler, mais il ne les laisse pas parler. Donc par ricochet, je dis que c'est même pas la peine de comparer. Ça c'est un. De deux, vous me demandez la question sur les relations internationales. J'avais dit à maintes fois, dans les relations internationales, la théorie des relations internationales fait qu'il y a 2 types de pays. Ou bien vous êtes un pays fort et capable et vous pouvez être hégémonique, comme c'est le cas des États-Unis, le cas de la Chine, le cas de la Russie un petit peu, le cas un petit peu aussi de l'Allemagne. Et de l'autre côté, vous avez les petits pays. Et les petits pays, vous avez aussi par degré, il y en a qui sont moins forts que d'autres, d'autres plus faibles que d'autres. Et comment ça se passe en relations internationales? Alors, pour le cas de l'Algérie et des pays qui sont semblables à l'Algérie, vous avez 2 choix. Ou bien vous vous mettez sous l'aile d'une grande force, comme les Américains, les Chinois ou peut-être les Russes, ou bien vous faites des alliances avec d'autres forces régionales pour faire passer votre programme, vos demandes, etc. L'Union maghrébine, par exemple, aurait été un très bel outil pour ça. Le problème de l'Algérie, c'est qu'elle ne peut pas faire ni l'un ni l'autre. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est même le ministre des Affaires étrangères russe qui a dit de sa bouche, de sa propre douche, que le régime algérien, il est instable. On ne peut pas compter sur eux. C'est pour ça qu'on ne les a pas invités aux BRICS. Et c'est ça le drame de l'Algérie, et ça rejoint l'idée dont on parlait, que le centre de décision maintenant en Algérie, maintenant plus qu'avant, est tellement fragmenté qu'ils envoient des signaux contradictoires et dangereux même à leurs partenaires étrangers. Et partenaires, c'est bien gentil, parce que ce n'est pas partenaire, c'est plutôt les gens qui leur dictent les politiques à suivre. Et du coup, on voit l'Algérie qui est absente. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu, à un moment donné, les gens disent... C'est un mot qui... vous continuez là-dessus, parce que je sais que aussi la diplomatie, c'est un secteur qui vous parle. C'est un pays qui, pendant 4 ans, parce qu'on parle souvent lorsqu'un chef d'État, on essaye d'analyser, de faire un bilan sur sa politique. C'est vrai qu'il y a aussi la politique étrangère à l'international, mais le pouvoir actuel, c'est un pouvoir qui s'est quand même bien isolé de plusieurs pays, depuis, en termes de diplomatie notamment, depuis l'arrivée au pouvoir de ce régime il y a 4 ans. Ben justement, c'est ça le drame. Le drame, c'est qu'ils ne peuvent faire ni l'un ni l'autre. Ils ne peuvent pas se mettre sous l'aile des Russes ou des Chinois parce qu'ils ne présentent pas les éléments dont la Chine et la Russie à part acheter des armes à la Russie et faire des projets, méga-projets par les Chinois et l'Algérie qui s'en datent davantage. Et ils n'ont pas été capables de tisser des alliances, ne serait-ce qu'avec les pays limitrophes. Le seul pays avec lequel on a à peu près de relations correctes, c'est la Tunisie. La frontière est fermée à l'ouest. Le Mali, maintenant, il ne reconnaît plus les accords d'Alger puisqu'ils ont repris Kidal grâce à
à Wagner. Le Niger a dit « Oh non, l'Algérie ne fait pas partie de l'Afrique de l'Ouest, on ne reconnaît même pas leur médiation. » Du coup, ils nous ont crié sur les toits, nous sommes les grands médiateurs, et c'est le Niger, un petit pays comme le Niger, qui les a démis. Il a dit non, on ne veut pas de la médiation algérienne. Pourquoi? Justement parce que ce régime a été incapable de maintenir ce qu'il a pu faire au début des années 70. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait quand même de grandes personnalités comme Rabah Betat, comme par exemple Mohamed Siddiq, Allah yarhamou, et aussi parce qu'il y avait un actif extraordinaire dû au combat de libération nationale, donc ils avaient cette légitimité. Maintenant, le problème du régime actuel, il y a deux problèmes. Un, il se réclame de cette légitimité révolutionnaire alors qu'il n'y en a pas un qui fait partie, peut-être le président actuel du Sénat, mais il est devenu corrompu. Et de deux, l'autre problème, c'est que les deux ailes dont je parlais dans la théorie des relations internationales, ils n'ont pas été capables de se mettre sous l'aile d'une grande force. Ils essaient de se rapprocher des Américains dans le cadre de la sécurité régionale, le combat global contre le terrorisme. Mais les Américains, ils font plus de chantage que de partenariat. Et de deux, les Chinois et les Russes, encore une fois, ils ont été certainement déçus de ce que le régime leur a offert. De deux, ils savent qu'il y a encore une fois cette compétition qui est grandissante et qui est plus apparente au niveau du régime. Et c'est pour ça que ce sont des décisions, comme Riyad disait, est dispersée au lieu de l'avoir avec plus homogène, plus direct, plus sérieux. Et du coup, l'Algérie perd en crédibilité, alors que d'autres pays, et je finirai là, comme par exemple le Qatar, je ne suis pas là pour faire l'éloge du Qatar, le Qatar est en train de faire ce que l'Algérie faisait à la fin des années 60, c'est-à-dire être sous l'aile américaine bien protégée, construire des alliances avec la Turquie et d'autres pays pour être cette interface ou bien ce lien pour les négociations internationales, comme le cas par exemple avec la prise d'otages, négocier pour l'Afghanistan, etc., etc. L'Algérie ne peut pas jouer ce rôle parce que, disons-le franchement, il y a une instabilité politique en Algérie. Merci. Avant de vous libérer et de terminer l'émission avec Riyad Ouaram, mais vous restez avec nous, j'aimerais aussi vous entendre sur un point. Est-ce qu'on peut imaginer demain avoir un chef d'État, un président au képi en Algérie, puisqu'on l'a compris encore ce soir, on ne sait pas, il y a même un régime où l'un ne va pas sans l'autre aujourd'hui. Et comment vous voyez-vous 2024 ? Est-ce que Tebboune va rester? Est-ce que le chef d'état-major, est-ce qu'il y aura une sorte de putsch là-dedans? Quel est votre point de vue là-dessus? Vous savez, moi je ne suis pas dans le secret des dieux, personne ne l'est. De deux, on peut toujours spéculer. Comme je l'ai dit au début de l'émission, tout est possible, ce n'est pas donné. Malheureusement, la décision, ce n'est pas les urnes, ce n'est pas une décision populaire. C'est en train de, vous savez, ils sont en train pas de construire, mais de cuisiner quelque chose entre eux. Alors, il y a les deux possibilités. Ce n'est pas gagné que Tebboune reste. Pourquoi? Ce qui m'indique ça, ce sont les faux pas, les gaffes et les conneries qui ont été faites, le fait qu'on ait apporté un super gouvernement parallèle pour contrôler le gouvernement à qui on a donné des dérogations extra, comment dirais-je, constitutionnelles, alors que c'est normalement le président qui a le droit de faire ça. Ça, c'est pour contrôler plus les gaffes de Tebboune. Ça me dit qu'il va partir. D'un autre côté, ce qui me fait dire qu'il pourrait rester au conditionnel, c'est parce qu'il voit ça comme une continuité, une stabilité du régime, mais pas du pays. Merci Hamid Lelou, restez avec nous tout de même pour les dernières minutes. Riyad Ouaram, vous êtes militant, je le disais tout à l'heure, voilà, comment vous voyez, comment le peuple peut-il appréhender ou gérer ou faire face à 2024, c'est demain. Alors, même si malheureusement en Algérie, il n'y a aucune effervescence, aucun débat, on ne sait pas qui se présente, personne ne dit rien,
Mais comment le peuple, dans cette crise du quotidien aussi, un peuple qui est encore une fois à la recherche de denrées de première nécessité, qui a des difficultés aussi à vivre au quotidien, selon vous, peut-on s'attendre aussi à un mouvement comme on a peut-être pu le vivre aussi en 2019, par exemple? Et voilà le rôle de l'opposition. L'opposition qui est, je parle bien de l'opposition qui est en totale rupture avec ce régime, celle qui prend un changement radical. Je pense qu'il est de sa responsabilité de s'unir, toutes tendances confondues, toute chapelle politique confondue, pour vraiment constituer une alternative à ce pouvoir et essayer vraiment de proposer autre chose, quelque chose vraiment qui vient des aspirations de notre peuple. Voilà, moi je suis sûr que il y a des gens qui travaillent, encore une fois, de toutes les tendances politiques qui essayent d'avancer, qui essayent de construire une opposition forte, une opposition qui puisse vraiment constituer une alternative à ce pouvoir. Donc pour moi, la population, le peuple algérien, la solution, elle est entre ses mains. C'est encore une fois à lui de se libérer du joug de cette dictature militaire. Et c'est aussi au rôle de l'opposition de vraiment de synthétiser les aspirations de la population pour qu'elle vraiment constitue une alternative crédible à ce pouvoir. Merci Riyad, voilà, merci d'avoir été avec nous ce soir, militant politique. Et merci Hamid Lelou, merci vraiment d'avoir été avec nous, apporter aussi vos analyses dans quelques instants. Al-Umq, aux commandes, mon ami, confrère Salim Salhi. Merci à l'équipe en régie de m'avoir accompagné techniquement. Merci à mon ami Tayeb de m'avoir accompagné pour préparer cette émission. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir, je l'espère. La rétro-info de la semaine, a priori, on reviendra notamment sur le budget, le plus gros budget que l'Algérie n'ait jamais connu pour 2024, et on reviendra aussi sur la présence de l'experte de l'ONU, avec notamment ce rapport sur les droits humains noir et accablant pour l'Algérie. Bonne soirée à tous. Merci.